Et tout de suite, on accueille sur Sud Radio l'invité d'André Berkoff, Michel Maffesoli, sociologue, professeur émérite à l'Université Paris-Descartes et membre de l'Institut universitaire de France, auteur notamment de ce livre, La faillite des élites, co-auteur d'ailleurs avec Hélène Stroll. C'est publié aux éditions du Cerf. Oui, et je rappelle que Hélène Stroll est l'épouse de Michel Maffesoli. Rien ne vaut le couple. Michel Maffesoli, bonjour. Bonjour. Michel Maffesoli, elle est autre chose que mon épouse, quand même. Ben, je sais bien. Mais c'était une private joke, comme on dit. Voilà. Michel Maffesoli, vous avez écrit justement dans Figaro, sur le site du Figaro, un article, enfin une chronique en tout cas sur effectivement ce qui est en train de se passer, une chronique passionnante, comme tous vos livres d'ailleurs, sur ce qu'apporte au fond, et quelque part on le dire, le coronavirus, ce qu'il montre surtout, ce dont il témoigne, et vous dites ça témoigne d'une certaine décadence, d'une dégénérescence, d'un retour du tragique, et par rapport à ce qu'on appelle le progressisme. J'aimerais que vous en parliez. Qu'est-ce que ça apporte effectivement? Qu'est-ce que ça dévoile, cette pandémie? Bon, écoutez, moi j'ai pas de compétences, vous le savez, concernant la crise sanitaire en tant que telle. Hein. Moi, non, c'est pas là-dessus que je vous interroge. La crise sanitaire, moi c'est pas mon domaine, mais j'observe en effet dans cet article et puis d'une manière beaucoup plus générale depuis longtemps, et un peu c'est un de mes dadas théoriques, si je puis parler ainsi, c'est que nous assistons à la fin d'une époque. Je rappelle toujours, j'aime beaucoup les étymologies, que le mot époque en grec ça signifie parenthèse, et la parenthèse moderne est en train de s'achever, et que donc au travers de cette crise sanitaire, de cette pandémie, eh bien on se rend bien compte, si vous voulez, que le progressisme qui avait été le grand mythe de la modernité, et moi ça avait été ma thèse d'état dans les années 70, je montrais comment le grand mythe du progrès avait remplacé une certaine religion en quelque sorte. Hein, voilà. Et c'est le progressisme qui continue d'ailleurs à animer la classe politique. Hein. Il suffit d'entendre notre président actuel parler plus que jamais, etc. Voilà. Gauche et droite confondues, il y a encore ce mythe dans l'élite, dans l'intelligentsia. Pour moi, à mon avis, c'est quelque chose qui est en train de s'achever. Et donc, dans le fond, cette pandémie nous rappelle qu'est-ce que c'était que le progressisme? C'est que demain, on rasera gratis, c'est la société parfaite, les lendemains qui chantent, etc. Vous voyez, c'est-à-dire, on va dépasser tous les problèmes. C'est en ce sens que la modernité et le progressisme c'était le paradis à notre portée, c'était ça le progressisme. Voilà, un peu plus tard, on y arrivera, mais c'est quand même le paradis terrestre auquel on arriverait. Et c'est ce progressisme, à mon avis, qui est en train de cesser, tout simplement parce que ça rappelle l'idée de mort. La mort est là, la mort est ce qui nous constitue, la finitude, disons, pour le dire simplement. Et donc, au-delà de ce progressisme, moi je crois qu'il y a quelque chose qui nous renvoie au destin, qui est le bon sens populaire. D'ailleurs, moi je suis confiné dans mon petit village de Sévenode, et je connais bien un peu les gens. Là, je leur parle de loin quand je les vois, bien évidemment, en respectant les distances. Mais ce qui est certain dans cette sagesse populaire, c'est que, à bien des égards, il n'y a pas ce vieux mythe progressiste qui, pour moi, a fait son temps. Voilà le premier point, si vous voulez, que je voudrais un peu souligner. Mais justement, juste Michel Maffesoli, juste une question là-dessus, justement. Est-ce que cette pandémie, c'était... Parfois, vous savez, on a beaucoup parlé, et je ne veux pas vous interroger là-dessus, mais on peut parler du manque de préparation, du fait que ça n'existe plus, que les masques avaient... Il n'y aura jamais de pandémie. Est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'on avait un peu... La mort n'est pas au programme. La mort, on ne la connaît pas. On sait qu'on va mourir, mais ça a été mis en parenthèse. De même, les pandémies, ça n'existe pas. C'est hors programme. Est-ce que ce n'est pas quelque part ça le problème? On dit non, on va écarter tout ce qui nous gêne, tout le tragique. Est-ce que c'est pas ça Moi, je le pense. Je pense que la grande technocratie, si vous voulez, qui a dominé l'énarchie en France, les hauts fonctionnaires, puisque vous citiez Hélène Stroll tout à l'heure, il ne faut pas oublier que c'est une énarque, qui est inspectrice générale des affaires sociales, et elle a fait de violentes critiques qui viennent d'ailleurs de lui être renvoyées par l'inspection générale en disant qu'il ne fallait plus que le signe avec son titre d'inspectrice générale honoraire, parce qu'elle avait fait une critique de cette imprévoyance, justement, du fait que, dans le fond,
à partir de ce savoir vertical et absolu qui était celui des énarques, eh bien, ils n'avaient pas à se préoccuper en quelque sorte de ce qui pouvait arriver, c'est-à-dire la mort, l'épidémie, etc. Et donc, de mon point de vue, d'ailleurs, vous avez cité mon livre La faillite des élites, je pense que cette pandémie nous ramène, bien évidemment, à une faillite des élites très rationaliste et qui, justement, au nom de son progressisme, ne pouvait pas comprendre que la finitude était là, le tragique est là, et il fallait savoir le gérer. Et donc, nous payons actuellement, je dirais, la faillite, en quelque sorte, de cette élite qui, au nom de son rationalisme, je dis, moi, rationalisme morbide, dans le fond. C'est-à-dire que, dans le fond, cela conduit morbide, pourquoi morbide? Morbide parce qu'il est purement instrumental, il amène la mort. C'est pas moi, c'est l'école de Francfort qui avait souligné comment ce rationalisme morbide, c'est-à-dire quelque chose qui, dans le fond, ne tenait pas compte de la vie concrète, de la vie quotidienne, avait une conception très abstraite du monde. C'est ça, un rationalisme morbide, c'est-à-dire surplombant, abstrait en quelque sorte. Et pour moi, c'est cela qui est en jeu actuellement. Et une des conséquences, à mon sens, de cette crise sanitaire, eh bien, ça va être le retour des soulèvements populaires. C'est-à-dire que je pense qu'une fois cela s'est atténué ou fini, on ne se reconnaîtra plus dans cette élite abstraite, dont, encore une fois, celle qui est au pouvoir actuellement, mais pas la seule. Enfin, je veux dire, de ce point de vue, la technocratie est une constante qu'on retrouve aussi bien à gauche qu'à droite. Non, c'est tout à fait, on va en parler d'ailleurs au-delà des Gilets jaunes. Vous aviez vous-même beaucoup parlé des Gilets jaunes, qui était un soulèvement dont on ne parle plus aujourd'hui, mais qui peut-être marque. On va se retrouver, Michel Maffezoli, après une petite pause. À tout de suite. Et nous reprenons notre conversation avec Michel Maffezoli, sociologue, professeur à la Sorbonne et qui a écrit de multitudes d'ouvrages, le dernier, La faillite des élites. Michel Maffezoli, je reviens à votre article du Figaro, où vous faites la parabole, mais c'est très intéressant, du pont et de la porte. Et c'est vraiment ça, on a l'impression qu'on parle du pont, mais on ouvrit la porte. Je voudrais que vous nous en parliez un peu, que vous précisiez ça. Je précise que cette métaphore très belle est du philosophe allemand Georg Simmel, qui résumait un peu la société en disant il faut qu'il y ait un pont et une porte. Le pont, c'est ce qui me relie à l'autre, mais la porte, c'est ce qui me permet de conforter, en quelque sorte, de me préserver. Et ce qui a été la dominante de la modernité, c'est, je dirais, une exagération du pont. C'est la fameuse mondialisation, c'est-à-dire que finalement, tout était bon à l'extérieur, si je puis dire. Voilà. Et à mon sens, là encore, ça sera certainement une des conséquences de ce que nous vivons actuellement. Il va y avoir le retour de la porte, c'est-à-dire le fait que, vous voyez, je ne veux pas nier le fait qu'il y a toujours nécessité d'être en rapport avec l'autre, l'altérité. Mais qu'en même temps, cela ne peut se faire sainement que s'il y a une porte. Vous voyez, je ne l'avais pas cité dans une frontière. Une frontière, oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au grand moment de la Rome, de l'Empire romain, parmi les dieux fondateurs de la cité, il y avait terminus. C'est-à-dire quelque chose qui délimitait la cité. Et c'est à partir de ce dieu terminus, si vous voulez, on ne pouvait pas le déplacer d'ailleurs, parce que la statue de Terminus n'avait ni bras ni jambes. Elle était là comme ça, une espèce de borne. C'est une belle image qui montre bien que c'est à partir de ce dieu Terminus, de la borne, si vous voulez, eh bien que se constitue le grand moment de l'Empire romain. Et c'est quand on oublie cette borne qu'il y a des décadences. Moi, je crois que c'est un peu quelque chose, c'est une métaphore, ce que je dis, c'est une image qui donne à réfléchir. Mais voilà. On a privilégié le pont et quelque part on a oublié la porte. Ou en tout cas, on a tout à fait oublié la porte, et c'est cette fameuse mondialisation, soyons clairs, qui est quand même la conséquence de l'universalisme du 18e, la conséquence, dans le fond, de cette conception purement consommatrice du monde, ou du matérialisme qui a prédominé dans toute la modernité. Moi, de mon point de vue, cette crise va marquer un point d'arrêt, à la fois
par rapport à la mondialisation. Et c'est amusant de voir que même les hommes politiques actuellement sont en train de revenir un peu sur ce qui était leur credo jusqu'à maintenant. Ils mangent leur chapeau. Ils mangent leur chapeau. Voilà. Il va falloir rapatrier de ceci, de cela. Mais je pense qu'ils ne le feront pas. Mais en tout cas, ils le disent maintenant. Vous voyez, au-delà de leur libéralisme un peu impénitent. Moi, quand je dis porte, vous voyez, c'est une idée, je dirais encore une fois, permettez-moi de revenir à la sagesse populaire. Il faut qu'il y ait un chez-soi, il faut qu'il y ait on n'a pas ce mot en français. L'école de Palo Alto en Californie parlait de proxémie. La proxémie, c'est le proche, vous voyez, c'est-à-dire on ne comprend l'environnement naturel qu'en fonction de l'environnement social, qu'en fonction de l'environnement naturel. Moi, j'ai traduit cela en disant le lieu fait lien. Et c'est cette relation entre le lieu et le lien que l'on est peut-être en train de retrouver. C'est ça la métaphore de la porte. Oui. Et très important, je voudrais revenir à quelque chose. Là, vous avez parlé, vous dites, je m'attends à les soulèvements populaires. Du style un peu des Gilets jaunes ou tout à fait autre chose, Michel Maffezoli, sans faire de prophétie, mais moi, vous attendez... Mon image, c'est de dire que nos sociétés modernes ressemblaient à... Je suis un montagnard, j'aime beaucoup marcher, à ces lacs de montagne dont l'eau est étale, et ça grouille à l'intérieur. Et de temps en temps, vous avez des grosses bulles avec des métastases sur cet étang, sur ce lac. Et pour moi, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, les Gilets jaunes, ça a été un de ces soulèvements. Brutal, bruyant, qui peuvent cesser. Inattendu. Mais à mon sens, c'est quelque chose qui va revenir un peu partout. Je vais souvent au Brésil, on voit bien comment ces soulèvements populaires se manifestent. L'Italie n'en est pas exempte. Et beaucoup d'autres pays, si vous voulez, montrent qu'il y a une espèce de vieille méfiance fondamentale vis-à-vis des élites, et que donc on va assister à mon avis, je ne veux pas être prophète, c'est pas mon métier, mais il y aura, une fois calmée cette pandémie, une multiplication de ces soulèvements populaires. Cela traduit, vous voyez, si je puis le dire au travers d'une image, vous connaissez Vilfredo Pareto, qui était un sociologue suisse, et il avait parlé de la circulation des élites, Vilfredo Pareto. C'est-à-dire que quand une élite est désuète, eh bien, il faut que ça change, voilà. Et à mon sens, ça change d'élite, d'ailleurs, il faut une élite, mais ce ne sera pas la même. Bien sûr. Et comme cela s'est fait pour la Révolution française, comme cela s'est fait à d'autres époques, il suffit de voir Machiavel, etc. Donc, on peut penser que, encore une fois, sans jouer comme ça au prophète ou à l'oiseau de malheur, mais il va y avoir une multiplication de ces soulèvements et, d'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est qu'elles traduisent une sagesse populaire. Il y en a assez, cause toujours tu m'intéresses, vous voyez, le fameux tous pourris, etc. Tout cela traduit en des termes très simples le fait qu'on ne se reconnaît plus dans une élite qui est censée représenter le monde et qui, dans le fond, en fait, aboutit à des formes totalement perverses. La pandémie en est une expression, l'imprévoyance dont vous parliez tout à l'heure en est une expression. Oui, et Michel Maffezoli, non seulement on ne se reconnaît plus, mais on ne le croit plus, ils sont inaudibles. On ne les entend plus au sens le plus littéral du terme, et effectivement, ça pose le problème que l'on sait. Là-dessus, il faut réfléchir, si vous voulez, un des éléments importants sur lequel, et je sais que vous avez travaillé là-dessus, c'est le mensonge actuellement. Quand on dit on ne les croit plus, c'est-à-dire qu'il y a, on se rend compte du mensonge. Dans la République de Platon, il y a une très belle phrase qui dit si tant est que le mensonge soit permis à certains, c'est les politiques qui en sont les plus importants. Et il fait une distinction en montrant qu'il y a un mensonge tout simplement par ignorance, je ne sais pas en effet, et un mensonge de parole, c'est-à-dire que le menteur sait qu'il ment. Et je pense que la classe politique actuellement, ça va être un des gros problèmes, ça, le refus du mensonge de la classe politique, parce que je dirais, ce sont des mensonges par conviction, si je puis dire, vous voyez, avec des c'est-à-dire successives. Non, vous avez tout à fait raison. Regardez ce qui s'est passé dans les toutes diverses déclarations. On ne va pas donner des noms. Ce qui est intéressant, c'est qu'il savait qu'il mentait, mais il pensait qu'il mentait pour le bien. C'est ça qui est extraordinaire. Il dit on ment, mais on ment pour la bonne cause. Voilà, c'est ça. Platon appelle ça un mensonge de parole, entre guillemets, mensonge de parole. C'est-à-dire que je sais que je mens,
mais je le fais quand même. Vous voyez, pour se sauvegarder, pour ceci, cela. Et je justifie pas parce que parce qu'il faut mentir. Vous savez, enfin, je le cite, c'est une journaliste, Marina Karadrankos, elle a dit on a menti sciemment sur les masques parce qu'il ne fallait pas inquiéter la population française parce qu'on n'en avait pas. Vous voyez, et c'est pas la seule. Et c'est ce mensonge qui est de plus en plus maintenant débusqué, si je puis dire. Et bien évidemment, je crois que, encore une fois, il faut toujours penser un peu à l'après-monde, puisqu'une crise engendre une décadence appelle toujours une renaissance. Moi, ça, c'est mon hypothèse. Sur 2000 ans de temps, on voit que quand quelque chose décade, il y a toujours une renaissance. Moi, je suis persuadé qu'il y aura une renaissance, mais qui ne se fera pas sur les grandes valeurs qui furent les valeurs modernes. Ce ne sera plus ni le progressisme, ni le rationalisme, ni l'individualisme. Voilà, moi, le tripode. Ni l'économisme. L'économisme en est l'expression, si vous voulez, de ce rationalisme, de ce matérialisme. Et c'est intéressant de voir le retour, je dirais, moi je dis d'ailleurs même, des retours des valeurs spirituelles. Ça va être l'objet de mon prochain livre qui paraît au mois de mai, qui s'appelle La nostalgie du sacré. Et qui montre que ce que le matérialisme avait laissé de côté, la société de consommation, comme disait mon ami Baudrillard, eh bien ça c'est en train de, je dirais, dans l'air du temps, c'est en train de cesser. On n'a plus envie de posséder des objets qui en fait nous possèdent. Et remarquez comment actuellement il y a le retour des valeurs un peu archaïques dans le sens premier du terme, ce qui est fondamental. Solidarité, générosité, bénévolat, entraide, échange, Internet aidant. Et ça, je crois que ça laissera des traces. Voilà, à mon sens, c'est ceux qui sont, dans le sens simple du terme, les indices de ce qui va renaître après ce moment que nous vivons actuellement. Donc en fait, on illustre un peu Gramsci qui disait quand le jeune n'est pas encore né et que le vieux n'est pas encore mort, eh ben c'est l'espace de crise et c'est ce qu'on vit en ce moment. Oui, vous savez, moi j'insiste sur, encore une fois, je vous disais l'étymologie. Le mot crisis en grec, ça a deux sens. C'est le jugement qui est porté par ceux qui est en train de naître vis-à-vis de ceux qui est en train de cesser. Et deuxièmement, le mot crisis, ça renvoie à cet instrument oratoire qui est le crible. C'est-à-dire, dans le fond, ce qui fait que je rejette quelque chose et puis je garde ce qui mérite d'être gardé. Et donc, pour moi, cette crise, il faut la prendre dans ce sens étymologique. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est un jugement qui est porté vis-à-vis de ceux qui est en train de cesser. Pour moi, l'échelle de valeurs modernes, matérialisme, progressisme, etc. Et en même temps, on va garder des éléments que l'on considérait comme dépassés, archaïques, et je dirais la symbolique des balcons actuellement. C'est-à-dire que comment on va applaudir, on va chanter ensemble en Italie, on va au Brésil, au balcon huer tel président qui ne nous plaît pas, enfin, etc. Vous voyez, cette symbolique des balcons est pour moi le signe que quelque chose de nouveau pourra certainement renaître. En tout cas, Michel Maffezoli, ce que j'adore avec vous chaque fois qu'on parle, c'est que vous nous rappeliez l'étymologie. Et c'est tellement important de voir ce que le mot crise, ce que tel ou tel mot signifie. On reste ensemble, on continue ensemble avec les auditeurs de Sud Radio qui vont poser beaucoup de questions. Après ceci, à tout de suite. Toujours sur le pont. Bon, ça va, tout va bien. La connexion tout le monde est confiné. Jean-Marie, très bien. C'est ça. Parfait. Michel comme je le Maffezoli, disais, oui, allez-y. Mais comme je le disais, 0826 300 300, c'est le numéro qu'a composé Jean-Marie, un très beau prénom d'ailleurs, qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour, vous me recevez? Vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Bon, super. Bon, bonjour à toute l'équipe, à tous les auditeurs, auditrices. Bon, je tenais à faire un petit point là sur ce qui se passe dans notre pays et puis dans le monde en général. Allez-y. Là, c'est surtout. C'est pas un petit point, alors, mais vous n'allez pas rester 2 heures. Alors, allez, très rapide. Il y a un petit. Il y a souvent le professeur Raoult là qui ressort généralement, mais qui est, je trouve, pas suivi en tant que scientifique. C'est un déferlement médiatique qui est plutôt salissant, voire très salissant, voire diffamatoire. Et on n'est plus en démocratie. Là, on l'a bien senti, ça fait déjà un petit moment, on est dans le totalitarisme. Mais avant de basculer dans le fascisme, je pense que les Français ont
les Français ont besoin de retrouver une forme d'unité, des choses communes, à se dire on n'est pas d'accord ensemble, mais c'est l'opposition, c'est le fait d'être pas d'accord qui fait la diversité. C'est ce qui fait la diversité aussi au niveau écologique, au niveau de ce qu'on voit là où on vit. Si on a une pelouse avec une seule variété d'herbes, quelque part, il nous manque quelque chose. C'est un essentiel. Mais là, pour revenir sur le sujet, le 1er mars, on avait le professeur Raoult qui avait été menacé, qui avait eu des menaces. Alors, des menaces de mort ou pas, je ne vais pas rentrer dans le... Mais en tout cas, des menaces. Et il y avait le parquet qui avait été saisi de l'affaire. Il semblerait qu'il y ait eu en tout cas des infos du Canard enchaîné qui ont montré que c'était un infectiologue du CHU de Nantes qui était à l'origine des appels. Oui, c'est ce qu'a dit le Canard. C'est ce qu'a dit le Canard, effectivement. C'est ce qu'a dit le Canard. Ce qu'a écrit le Canard, oui. Voilà, ce qu'a écrit le Canard. Ça serait bien qu'ils avancent rapidement là-dessus. Voilà. Que les Français, les auditeurs, auditrices, soient au courant de ça, parce que ça veut dire qu'au 1er mars, et donc, du coup, bien avant, des médecins, des scientifiques, des personnes du gouvernement étaient bien au courant que la chloroquine agissait et était, du moins, pas un remède miracle, mais en tout cas, avait des effets très positifs sur cette maladie. Voilà. Et ça, c'est important que tout le monde réentende cette actualité. Juste, Jean-Marie, pour vous rappeler, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu à la télévision, et vous avez sûrement entendu, et sur les plateaux et sur les radios, certains disant, notamment, par exemple, une patronne d'hôpital, en disant c'est écœurant ce qui se passe autour de la chloroquine, c'est écœurant qu'on accepte ça comme ça. Un médecin généraliste, je ne vais pas les citer, traitant Raoult de charlot, et je ne parle pas de quelques politiques ou médiatiques disant que Raoult se taise, on l'a assez entendu, des rigolos, et d'autres qui disaient mais Raoult, mais psychiquement il est atteint, il a un problème, c'est allé jusque là, hein. Et des gens qui ont pignon sur rue, hein, on le sait. Oui, Jean-Marie. Oui, alors ça relève. Pardon, ça relève justement de la psychiatrie. Ces gens qui attaquent comme ça, sans fondement, sans preuve. Parce qu'avant de pouvoir attaquer quelqu'un qui a un renom au niveau mondial, il suffit d'aller sur Netscape ou d'autres Science au niveau de l'information scientifique véritable, ils auront les informations. Encore faut-il aussi aujourd'hui, comment fait-on aussi pour avoir des médias qui soient des médias publics ou en tout cas privés mais qui appartiennent aux citoyens, d'avoir des médias citoyens qui pèsent au moins 50%. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des médias la majorité des médias sont tenus à 96-98% par une petite équipe de milliardaires. Maintenant, si la finance vise que l'éthique et vise le bien de l'humanité, moi je veux bien, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc il y a beaucoup de personnes du gouvernement qui ont les mains pleines de sang. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui invitent les citoyens à prendre leurs responsabilités. Il y a aujourd'hui plainte contre X, plainte Covid contre X et autres, différents sites. Il y en a qui en parlent, tels Idriss Aberkam, etc., qui font un travail magnifique. Et c'est important aujourd'hui de prendre nos responsabilités face à ça. De s'unir, écoutez, dans il y a le beaucoup sens de gens aussi, qui bien font... sûr, Là, c'est les discussions, là, maintenant. Ouais. D'unir aussi nos voix pour vous avez soutien quelqu'un à tous les derrière personnels qui vous... D'accord. Non, c'est très bien. Non, mais écoutez, il y a pas... Bon, on va pas polémiquer sur les mains pleines de sang ou pas pleines de sang. Le problème, c'est effectivement ce que vous avez soulevé, et vous avez tout à fait raison, c'est que effectivement, nous, on essaye de le faire ici, et je pense qu'on le fait, c'est d'avoir la pluralité des opinions, et malheureusement, dans certains secteurs, elle n'est pas là. Il y a, on le sait, on en a tout parlé, pensée dominante, pensée effectivement je dirais univoque et pas de diversité. Justement, Michel Maffezoli, vous avez écouté la colère, il faut le bien dire, de Jean-Marie, et il n'est pas le seul à exprimer cette colère, ils sont très nombreux. Vous en pensez quoi, Michel Maffezoli ? Écoutez, j'ai bien écouté Jean-Marie et je suis d'accord avec lui sur deux points. Je vais le dire à ma manière. Hein. Moi, je suis un vieux professeur, donc il faut que je parle avec les mots qui sont les miens. Mais il parlait de diversité. Il faut arriver à s'entendre. Et ça, c'est le fond, je dirais. En termes savants, la coincidentia oppositorum. Il faut que, quoi que l'on soit opposé, ça puisse coïncider. Hein, ça puisse, quoi qu'on soit opposé, ça puisse coïncider.
Hein, c'est-à-dire, oui, mais avant, ça ne coïncide pas tout de suite, hein, Jean-Marie. Ah non, non, mais l'harmonie est conflictuelle. Hein, avant que ça devienne harmonie, il y a du conflit. Mais en effet, le conflit est toujours quelque chose de bon. Alors, concernant le second point, moi aussi, je suis avec beaucoup d'attention le professeur Raoult à Marseille. Je trouve que c'est un homme par ailleurs admirable. Et quand on l'écoute, d'ailleurs, on se rend bien compte que justement, il parle à partir d'éléments concrets. Vous voyez, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois c'est un vrai scientifique, et il le revendique, et il l'est certainement. En même temps, chaque fois, il insiste, mais je suis un médecin, je suis un docteur. Il faut soigner, vous voyez. Et donc, c'est ces deux aspects qu'il est important d'avoir. En effet, bien sûr, la recherche, bien sûr, avoir cette dimension scientifique, et puis cette dimension, je dirais, humaine, soigner. Et le scandale actuellement des polémiques contre lui, c'est que très souvent, bon, en principe, c'est une querelle d'ego, mais c'est très souvent des gens qui ne sont d'ailleurs ni scientifiques, ni des médecins. Absolument. Là encore, des technocrates, etc. Donc, oui, là, de ce point de vue, cette situation du professeur Raoult est, à mon avis, symptomatique justement de ce que je disais tout à l'heure. Ce contre quoi il s'oppose, c'est le rationalisme morbide. Hein, c'est-à-dire la science pour la science. Lui, il dit « je suis scientifique » et en même temps, concrètement, il faut que je soigne. Et les médicaments qu'il propose ont cet effet-là. Donc, de ce point de vue, voilà, sur les deux points, je suis en accord à ma manière avec votre auditeur Jean-Marie. Il faut arriver à s'entendre à partir de la diversité et deuxièmement, ne pas tomber dans un scientisme purement abstrait et morbide. Absolument. En tout cas, on remercie Jean-Marie pour son appel. Oui. Voilà, on remercie Jean-Marie, l'autre Jean-Marie du coup qui nous appelait depuis l'Ariège. On part dans le Tarn au 0826 300 300 et on salue Jean-Paul sur Sud Radio. Oui, bonjour Jean-Paul. Allô ? Jean-Paul, est-ce que vous nous entendez ? Oui, vous êtes avec nous ? Oui, non, c'est Jean-Pierre en fait. Ah, Jean-Pierre, on m'a dit Jean-Paul. Pardonnez-moi Jean-Pierre. C'est pas grave. Non, mais c'est pas bien grave, donc je me demandais si c'était bien la bonne personne. C'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc alors, on vous écoute. Oui, voilà, donc j'ai réagi hier, je vous ai envoyé un petit mot là hier, si vous voulez, pour pousser un coup de gueule, parce que j'ai entendu aux actualités qu'il y avait un maire de la région parisienne, en l'occurrence le maire de Sceaux, qui avait pris un arrêté pour que les gens de sa population portent des masques, quoi, si vous voulez. Or, on sait pertinemment que des masques, on n'en trouve nulle part, quoi, si vous voulez. Alors, je pense que ces gens-là, il faut peut-être qu'ils atterrissent à un moment donné. Comment peuvent-ils prendre un arrêté de ce type, sachant que pertinemment, on ne trouve pas le matériel pour se protéger? Voilà, c'était un petit peu un coup alors, de gueule. Écoutez, Jean-Pierre, je ne sais pas, vous parlez du maire de Sceaux, je ne connais pas, mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu 2 autres maires qui ont dit ça. Est-ce qu'ils ont dit ça sans avoir les masques, ce qui serait quand même une preuve d'irresponsabilité qui m'étonne. Enfin, Christian Estrosi, le maire de Nice, a dit qu'il enjoignait, il peut pas contraindre et obliger, il enjoignait les Niçois à porter le masque. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas de masque à Nice? Est-ce qu'il a dit comme ça? Et de même, David Lisnard, le maire de Cannes, a dit la même chose. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas la situation, mais ça m'étonnerait que des hommes politiques comme ça, enfin, même si on sait qu'on va pas dauber sur tous les hommes politiques et la généralisation. Mais enfin, ça m'étonnerait que quelqu'un de responsable dise, écoutez, ça y est, vous allez tous maintenant, à partir de maintenant porter des masques, s'il ne sait pas que ils n'ont pas les moyens d'en avoir. Donc voilà, ça c'est effectivement à poser la question et on va la poser d'ailleurs, Jean-Pierre, pour savoir si c'est du lard ou du cochon. Et en fait, moi j'ai entendu ça sur le maire de Sceaux, quoi, si vous voulez, donc dans la région parisienne. Concernant le maire de Nice, que vous venez d'évoquer, apparemment lui a pris cet arrêté, sachant qu'apparemment il a les masques, il peut fournir les masques à sa population, quoi, si vous voulez. Donc ça me paraît plausible, quoi, si vous voulez, dans la mesure où il peut fournir les masques, mais par contre, pour l'autre maire et d'autres maires, parce que je pense que la mesure va peut-être se généraliser aussi, un petit peu partout en France, on n'a pas les masques, si vous voulez, pour protéger la population. On a déjà bien du mal de fournir les soignants et tous les gens qui en ont réellement besoin. Donc voilà, en fait, c'était pour... Non mais écoutez, de toute façon, on va savoir si on aura des masques ou pas. Pour le moment, on n'en a pas effectivement suffisamment. C'est le moins que l'on puisse dire. Et on verra au fur et à mesure ce qui va se passer. Mais je crois de toute façon, Jean-Pierre, qu'on va vers une généralisation des masques. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais pour le moment, étant donné qu'on n'a pas les solutions, je crois qu'on va aller vers ça. Merci en tout cas, merci Jean-Pierre.
Et merci Jean-Pierre. 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler. Dans un instant, on donnera la parole à Mohamed sur Sud Radio. Je rappelle qu'on est toujours en présence de notre invité, le sociologue Michel Maffesoli. À tout de suite sur Sud Radio. Merci de vos témoignages, merci de vos réactions, merci de vos colères, merci de vos félicitations. Nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous sur le pont, mais nous avons nos portes et notre porte. Et nous sommes avec Michel Maffesoli et nous vous écoutons, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300, direction Perpignan. Mohamed, bonjour. Bonjour à vous, Oui, bonjour aux auditeurs, bonjour à votre invité. Voilà, j'ai deux propositions à faire, elles valent ce qu'elles valent. Bon, moi je pense à l'après-confinement et je me dis, il y a un comité de scientifiques, il me semble qu'ils sont de 11 pour conseiller l'Élysée, et pourquoi pas ce comité de scientifiques, pourquoi pas le nommer par chaque groupe de l'Assemblée et du Sénat. Chaque groupe nomme un scientifique. À partir de là, on fait quelque chose comme ça. On pourra plus parler de conflit d'intérêts. Autre chose, on a aidé les banques en 2008 après la crise. Et ces banques, et je pense aussi à l'ISF, et pourquoi pas tous les bénéfices qu'ils font pour une année ou pour 2 ans, et pourquoi pas reconstruire l'hôpital, des usines pour fabriquer des médicaments en France et le stock de guerre, c'est-à-dire masques, gel, respirateurs et tout. Voilà, et tout ça. Les actionnaires, les banques, l'ISF pour 2 ans, mettre tout cet argent dans vraiment la santé. Voilà, pourquoi pas, pour une période de 2 ans, leur laisser le temps de se refaire la cerise, et puis dire, voilà, pendant 2 ans, ils participent. Voilà un petit peu mon propos. Mohamed, ce sont deux propositions tout à fait, franchement intéressantes. Je voudrais demander à Michel Maffesoli, parce que justement, vous savez, Michel Maffesoli, vous avez suivi ça. On a beaucoup reproché, en tout cas beaucoup discuté, le fameux groupe scientifique ou les groupes scientifiques autour de l'Élysée et de Matignon. Il y a eu quand même pas des soupçons et des certitudes de conflits d'intérêts, etc., etc. C'est vrai. Et puis surtout le pouvoir, et c'est aux sociologues que je m'adresse, le pouvoir, on l'a entendu tout le temps dans toutes ces décisions. Ah oui, mais je m'abrite derrière le comité scientifique, derrière l'académie, derrière, etc., notamment pour décider. Vous savez que quand ils ont décidé de faire le premier tour des élections, en pleine crise, oui, mais les scientifiques ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Et ça traduit quoi, Michel Maffesoli ? Moi, je suis très irrité par cette référence aux scientifiques, entre guillemets, au comité scientifique, etc. Ça prête à rire, et quand on vient d'en rire, il faudrait en pleurer. C'est-à-dire que, qui sont-ils, ces comités soi-disant scientifiques? Moi, je disais tout à l'heure, très souvent des scientistes. On ne connaît pas bien la constitution de ces comités, mais la position dont on parlait tout à l'heure du professeur Raoult est beaucoup plus saine, à mon avis. C'est-à-dire que sans perdre la raison, en étant attentif à la recherche, il faut aussi être très pragmatique, s'accorder à ce qui se passe au niveau local. Là, je pense qu'il est important d'être attentif je dirais, aux élus locaux. Alors, par rapport à ce que vient de vous dire votre interlocuteur actuellement, Mohamed, votre auditeur, oui, bien sûr, il faudrait d'une certaine manière que, à côté de ces soi-disant scientifiques, il y ait des hommes de terrain. Et revenons, par exemple, des docteurs qui soignent, et pas simplement certains qui, d'une manière un peu administrative et verticale, décident de ce qu'est la science, ce qu'est la recherche. Donc, actuellement, il faudrait être un Molière pour décrire un peu ce que sont ces comités scientifiques. C'est des tartuffes, à bien des égards, qui se valorisent en tant que tels. Une bagarre d'ego, on l'a dit très souvent, contre le professeur Raoult, et qui montre bien que pour ce qui concerne l'après, il faudrait revenir encore une fois à la sagesse, au bon sens, moi ce que j'ai appelé une raison sensible. Voilà ma réaction, c'est-à-dire je me méfie toujours quand on emploie le mot scientifique, très souvent ça renvoie à des gens qui sont surtout des scientistes, c'est-à-dire ils prennent le prétexte de la science pour faire état de leur intention personnelle et de leur ego personnel.
Voilà, mais c'est une réaction. Et puis ne pas oublier aussi l'économie et les conflits d'intérêts avec les labos. Hein. Voilà, ce que vous avez dit tout à l'heure, oui, cher Berkov, ce que vous avez dit tout à l'heure est très juste. Moi, j'ai pas de compétences pour en parler, mais paraît-il qu'il y a des conflits d'intérêts qui ont amené à la marginalisation, en particulier de ce professeur Raoult. Voilà. Merci en tout cas, et merci à vous, Mohamed. Et tout de suite, nous attendons le prochain appel. Oui. Absolument, on remonte plutôt en Ile-de-France. On donne la parole à Félix au 0826 300 300. Oui, bonjour Félix. Bonjour, merci de prendre mon appel. Je voulais tout d'abord saluer l'élégance de Michel Maffezoli, et effectivement, qui serait dû pas au fait qu'il soit le mari d'Hélène Schroll, une femme brillante avec qui j'ai eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises. Et c'était très élégant de sa part de le noter. Je lis Michel Maffezoli depuis un moment avec beaucoup de plaisir, d'attention. Ça nourrit ma réflexion. Et actuellement, avec un certain nombre d'amis, on est en train de développer un processus qui s'appelle l'université de la capacitation. Donc, il y a un espace de production et de partage du savoir, un peu alternatif par rapport aux universités. Mais j'ai l'impression que votre invité, à un moment dans sa réflexion, a été coupé lorsqu'il faisait une référence un peu à l'universalisme, à la pensée des Lumières. Et j'aurais bien voulu qu'il puisse développer cette pensée. Eh bien, on va lui demander de développer par rapport aux Lumières. Mais je ne crois pas qu'il a été coupé, je crois qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Mais allez-y, Michel Maffezoli. Et vous avez un lecteur et un lecteur fidèle. C'est toujours une très bonne chose. Oui, c'est toujours aimable. Et merci ce qu'il a pu dire également sur Hélène Schroll, qui a une œuvre qui est la sienne et qui est importante. En particulier, l'État social ne fonctionne plus chez Albin Michel. Enfin, on a toute une série de choses qu'on pourrait dire par rapport à elle. Mais on va l'inviter, Hélène Schroll. Oui, vous le devriez l'inviter. Je voudrais vous envoyer un de ces articles qui devrait vous plaire. Par rapport à ce que vient de dire votre auditeur, bien sûr, moi je crois que le dire cela. Oui. Ce qui a bien marqué l'université et l'Institut de sciences. Michel Maffezoli, on vous entend un peu pas très bien là en ce moment. Un problème de liaison téléphonique, effectivement. C'est liaison téléphonique, ça. Michel Maffezoli est toujours là. Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes toujours là, Michel Maffezoli ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher d'une fenêtre, quelque chose comme ça, qui sera peut-être plus pratique pour qu'on vous entende mieux ? Est-ce qu'on vous entend mieux ? D'accord. Et là, maintenant, je suis tout à fait dehors. C'est parfait. Allez-y. Est-ce que ça va bien là, voilà. Oui, ça va bien. Ça va bien. Les Lumières avaient été le grand modèle du savoir, de la raison, etc. Moi, je dis d'une manière un peu imagée, ces Lumières sont en train de devenir un peu clignotantes actuellement, et que rester sur les fameuses Lumières, c'est encore ce rationalisme qui oublie qu'il y a du sens, du sensible. Hein. Quand je parle moi de la raison sensible, c'est avoir une conception, si on le dit en termes un peu pédants, une conception holistique du monde, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Hein, moi, je suis en train de lire, c'est un peu paradoxal, mais je suis en train de lire saint Thomas d'Aquin actuellement, s'inspirant d'Aristote. Il montre que à côté de la raison, il faut être attentif au sens. Voilà. Et donc, moi, de mon point de vue, ce qui pourra être l'intérêt pour l'université, l'universitas, ça veut dire quelque chose qui est transversal, justement, qui n'est pas monovalent. C'est pas la simple raison rationalisante, hein, qui a bien marqué les Lumières, qui depuis Descartes est un élément important de l'université, mais au contraire, le fait que à côté de la raison, il y ait des sens. Et comment cela se passe-t-il ? C'est Wikipédia. C'est plus simplement l'encyclopédie universalis qui fait que de haut je déverse mon savoir, moi qui suis le sachant, mais au contraire une espèce d'interaction entre ceux qui participent et on retrouverait la belle idée de l'universitas, cette espèce de conjonction entre à la fois celui qui sait, celui qui a de l'autorité, mais en même temps, hein, voilà, qui ne peut être qu'en relation avec l'autre. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, tout à fait, Michel. Mais je voudrais qu'on revienne à l'actualité, justement. Et Félix, qui est parti, eh bien, qu'il continue à lire. C'est un saint conseil, effectivement. 0826 300 300, direction Béziers. On donne la parole à Jean-Paul sur Sud Radio. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour.
Oui, bonjour à vous tous. Jean-Paul Jabel de Béziers, avec une attention particulière et très amicale, chaleureuse avec Michel, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mon cher Michel, avec notre ami Gérard Piccolo, et lors de tes exposés à la médiathèque, exposés plus que lumineux et plus que brillants. Merci beaucoup. Alors, une intervention. C'est très bien. Voilà, allez-y. Je voulais juste, si vous me permettez, abonder à 200% sur tous les arguments avancés jusqu'à maintenant et demander l'avis et l'interprétation de notre ami Michel et vous aussi, mon cher André Berkoff, éventuellement, sur l'importance de la sémantique et l'importance des mots, en citant une pensée d'André Malraux, que beaucoup connaissent. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas nommer les choses, c'est lier notre humanité. Oui, Félix, je vais vous corriger juste, mais je dois le faire, mais c'est pas grave, c'est Albert Camus. C'est Camus, c'est pas Malraux. Je confonds, ce sont mes deux piliers de pensée et je confonds toujours l'heure. Vous avez raison. Albert Camus. Et je me suis amusé à survoler, et je voulais avoir l'avis de notre ami Michel Maffezoli, quand on reprend sur les dernières semaines les différentes positions des gouvernants, du gouvernement, les différentes annonces, les différentes omissions, relayées parfois par une certaine presse élitiste ou connectée plus ou moins avec le pouvoir, il me paraît intéressant, à chaque annonce ou chaque position de chaque jour, on est chaque fois dans soit le premier point, mal nommer les choses, ou carrément le deuxième par omission, ne pas dire les choses. Le malheur du monde, oui, d'accord. Et ça devient très grave. Alors, voilà. Michel Maffezoli, c'est vrai que c'est intéressant, la question de Félix est très intéressante, mais je voudrais qu'on reste justement dans le concret. Ce qui a été passionnant et fascinant, et je dirais au sens pas heureux du terme, c'est qu'il y a eu une continuation. Non seulement c'est pas le mensonge, c'est effectivement le travestissement de la réalité. C'est-à-dire surtout ne pas mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. Qu'en pensez-vous ? Oh ben écoutez, oui, je remercie votre auditeur. Là, je vous réponds de Graisse-Sac, qui est pas très loin de Béziers. Je suis confiné dans mon petit village là actuellement. Et bon, vous avez cité Camus, mal nommer les choses, etc. Il est d'ailleurs une phrase qui correspond bien à ce que vous venez de dire, André Berkoff, de Platon. Permettez-moi de la dire. Il dit la fin de la démocratie commence avec la fraude aux mots. Et actuellement, très concrètement, une fraude aux mots, vous voyez, la fraude aux mots, c'est-à-dire montrant bien en quelque sorte ce qu'on disait tout à l'heure sur le mensonge, c'est-à-dire il y a un mensonge de parole, quasiment consciemment entretenu, et ça c'est certainement le vrai problème. Dans la phrase de Camus que vous avez citée, que votre auditeur a cité tout à l'heure, cher ami, je m'adresse à vous, Camus parle de l'empire chinois qui est en train de se déliter. L'empereur consulte le sage, et c'est là où le sage dit il faut s'asseoir et trouver les mots. C'est ça la sémantique. Et moi je dis qu'actuellement, il faut trouver les mots les moins faux possibles, c'est-à-dire ne plus se contenter de ce rationalisme abstrait. Je reviens sur mon dada un peu, l'universalisme, les lumières, etc. Mais revenir à la vie quotidienne, au concret, à ce que je vis avec d'autres. Et c'est cela, moi, qui me paraît important. Et donc il faut trouver les mots actuellement. Et or, la classe politique, mais d'une manière plus générale, et vous l'avez bien souligné, l'intelligentsia, les journalistes, ceux qui sont au pouvoir de dire et de faire, restent, à mon avis, sur des mots désuets, des mots faux, et des mots qui ne font qu'envenimer les mots MAUX. Donc il y a là un vrai problème, et je pense que les soulèvements dont on a parlé tout à l'heure, les gilets jaunes et ceux qui vont se développer après, eh bien tout simplement seront des soulèvements qui renvoient au fait qu'on n'a plus envie d'entendre des mots abstraits. Des mots du 18e. Et comme vous disiez, la fraude, on n'a plus envie d'entendre et de subir la fraude des mots, que l'expression que vous avez entendue de Platon, et c'est assez formidable. Merci, restez avec nous. Après une petite pause, nous continuons tout.
tout cela. Et nous remercions Jean-Paul pour son appel de Béziers. On espère que la réponse lui a convenu. Continuez donc à nous appeler au 0826 300 300. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous appeler encore. Merci à notre invité Michel Maffesoli, sociologue, professeur émérite à l'Université Paris-Descartes et membre de l'Institut universitaire de France. Je rappelle l'un de ses nombreux ouvrages, La faillite des élites, coécrit avec Hélène Stroll et publié aux éditions du Cerf. À tout de suite sur Sud Radio.